Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là en ce premier jour du printemps. C'est donc le 5e webinaire de lundi de prostitution et société. L'an dernier, le premier, on était encore sous couvre-feu, donc voilà, le temps passe. On est très très contente de cette session ce soir qui s'appelle abolir la virilité, point d'interrogation, on y reviendra. Mais auparavant, je voudrais déjà excuser Claire Kidet, notre présidente qui est souffrante et qui donc ne peut pas faire l'introduction du webinaire. Et vous dire un petit peu comment ça va se passer. Nos invités, Lucille Pétavin et Céline Pic, vont toutes les deux nous présenter leurs ouvrages et vous pourrez vous poser vos questions à la fin. Et donc pour les questions, vous les posez dans l'espace Q&R qui est en bas de l'écran et si possible pas dans la conversation, on risque sinon de les manquer. Voilà. Et c'est Ève qui est stagiaire au service communication du Mouvement du Nid qui va collecter les questions et qui pourra les synthétiser et les poser à la fin. Voilà. Donc moi, je suis Sandrine Goldschmidt, chargée de communication au Mouvement du Nid et journaliste pour Prostitution et Société. Donc c'est un lundi de Prostitution et Société. C'est la revue du Mouvement du Nid, revue trimestrielle, qui va sortir dans quelques jours son numéro 211, qui est un numéro qui n'est pas sans rapport avec le thème de ce soir, puisque c'est sur les clients prostitueurs, qui pour le coup incarne malheureusement un peu trop bien cette virilité ou cette idéologie viriliste, on définira les mots. Voilà, donc c'est un dossier qui sera en 2 parties. Une première partie ce trimestre et la seconde partie sur les clients et la loi le trimestre prochain. Donc c'est une revue, donc 4 numéros par an. Vous pouvez vous y abonner pour 25 € par an. Le lien est facilement accessible sur notre site mouvementduni.org. Je vous le mettrai dans la conversation tout à l'heure. Voilà. Ce soir, donc, le thème, je vous l'ai dit, c'est abolir la virilité, point d'interrogation, car en fait, nous sommes abolitionnistes jusqu'au bout des ongles, n'est-ce pas, même si on nous le reproche parfois, de l'esclavage, de la prostitution, bien sûr, de la porno-prostitution aussi, mais comme c'est pas suffisant, on va se demander ce soir si c'est pas tout simplement de la virilité qu'il faudrait qu'on se débarrasse. Voilà. Mais je vous présente nos 2 invités pour aborder ces questions. Lucille Pétavin est historienne, spécialiste de l'histoire des femmes dans les TPE, très petites entreprises, c'est bien ça? Voilà, parce que c'était très spécifique, alors je voulais vérifier. Tu as publié il y a 1 an déjà, ça fait pile 1 an, Le coût de la virilité, que vous voyez là, qui est un essai passionnant. Et depuis quelques semaines, on voit que tu es invité un petit peu à pas mal d'endroits parce que ça résonne vraiment avec notre actualité. Et si l'objectif était de mettre le sujet sur la table, ben voilà, c'est bien le cas. Céline Pic, on se connaît bien, ancienne présidente d'Oser le féminisme, dont tu es toujours membre du conseil d'administration, et tu t'occupes plus particulièrement de la question du système porno-criminel, comme tu le qualifies. Enfin, comme Oser le féminisme qualifie, nous on dit plutôt système porno-prostitueur, mais on est d'accord sur la question. Donc c'est le lieu de violence extrême à l'encontre des femmes et qui reste un peu un angle mort dans la société, sous prétexte que c'est filmé, alors que ça devrait être un facteur aggravant. Donc tu as publié il y a 1 mois maintenant aux éditions Rue de l'Échiquier Déviriliser le monde, que voici. C'est donc un vaste programme qu'on a pour ce soir. Et je n'ai pas précisé que le livre de Lucille, Le coût de la virilité, est aux éditions, je te laisse peut-être le redire, j'ai un petit trou de mémoire. Anne Carrière. Anne Carrière, voilà, c'est ça. Voilà, donc avant de vous demander à toutes les deux de parler plus en détail de vos essais et ensuite de discuter ensemble des solutions finalement à un monde qui serait trop viril, je vais vous demander à chacune de nous donner un petit peu la définition rapide de ce que vous entendez dans vos essais par la virilité, parce que je pense que c'est très important pour ensuite en parler sereinement, en commençant par Lucille.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour déviriliser le monde. Alors, la virilité. Je pense qu'il faut la distinguer des masculinités, hein, qui est un terme qu'on emploie au pluriel, on va y revenir. Et la virilité, pardon, définit dans notre société, à mon sens, ce que doit être la virilité. C'est un idéal normatif, finalement, pour reprendre les mots d'Olivia Gazalet, qui indique, qui définit ce que doit être un vrai homme aujourd'hui dans notre société. Et notamment, elle rassemble les attributs de force, de puissance, de performance. Et finalement, c'est être le plus fort physiquement, moralement, dans une toute-puissance qui va s'exprimer par des comportements d'exclusion, de discrimination, de haine, de violence, de non-respect des règles, au détriment de toute la société. Alors qu'effectivement, les masculinités, elles, recouvrent des réalités bien plus variées. Par exemple, là, je vais m'en référer aux travaux de Margaret Mead qui datent des années 30. Donc, ça commence à dater, hein, mais il faut souvent y faire référence. Et donc, elle a travaillé sur des sociétés en Malaisie et elle s'est aperçue que les rôles entre les hommes et les femmes étaient différents des nôtres, voilà, de ceux de nos sociétés, et même étaient inversés. C'est-à-dire que dans certaines de ces sociétés, les hommes étaient doux, calmes, pacifiques. Voilà. Et donc, on voit bien que les masculinités recouvrent un panel finalement d'attitudes beaucoup plus variées que la virilité qui, elle, est une norme. Très bien, merci beaucoup Lucille, c'est très clair. Et Céline, alors qu'est-ce que tu veux ajouter? Parce que toi, tu parles plus d'idéologie viriliste dans ton livre. Oui, l'idéologie. Alors, c'est vrai que j'utilise plus le terme de virilisme comme une forme de, non seulement effectivement cet archétype, hein, puisque on parle finalement du système du genre, hein, quand on parle aujourd'hui là de virilité et de féminité, qui est l'autre pendant. Virilisme, ça va faire référence peut-être pour moi par une participation plus active à la défense effectivement d'une supériorité masculine. C'est-à-dire que on parle aussi de masculinisme. Le virilisme est vraiment, et le plus fier de ses représentants, ce serait peut-être Éric Zemmour aujourd'hui, la défense effrénée d'un système qui est en train peut-être d'être ébranlé par les féministes, de défendre ses valeurs, virilistes où la supériorité de l'homme par la force, par la violence, la légitimité à utiliser de la violence en particulier contre les femmes est réaffirmée et face à, je dirais, au mouvement féministe qui, lui, veut abolir le genre, c'est-à-dire finalement sortir de cette construction sociale qui enferme les hommes dans cette virilité à base de violence, et puis sortir les femmes de cette féminité où on leur demande souvent de prendre soin, et on en reparlera peut-être un peu plus tard, et finalement aussi la soumission par rapport à un ordre masculin. Donc c'est vrai que pour moi, c'est cette défense de cette virilité. Le virilisme est peut-être la défense de la virilité telle que le système patriarcal nous l'a enseigné pendant des millénaires, je pense. Et juste peut-être pour réagir par rapport à ce qui a été dit par Lucille, que je trouvais très intéressante, c'est que sur les normes, en fait, elles n'ont jamais été constantes, ni dans le temps, ni dans la diversité des sociétés. Et ça, je me souviens d'un passage de Françoise Héritier, qui rappelle justement que les définitions de ce qui est masculin et ce qui est féminin dépendent des sociétés. Et elle citait un autre exemple qui était un exemple de certaines communautés en Inde, en fait, par exemple, où finalement le calme, la capacité à garder son calme était quelque chose de relativement précieux et apprécié dans la société. Et donc, c'était une valeur masculine. Donc, effectivement, elles peuvent varier, mais Françoise Héritier rappelle quand même que le genre reste une hiérarchie. Et s'il n'est pas constant dans les sociétés, c'est toujours les valeurs dites masculines qui sont perçues comme étant supérieures aux valeurs dites féminines. Oui, on pourrait d'ailleurs citer aussi la question c'est aussi évolutif dans le temps, des besoins irrépressibles qui étaient censés être ceux des femmes avant et qui maintenant seraient censés être ceux des hommes par rapport à la sexualité.
Très bien, ben, merci pour ces définitions. Bon, déjà, vous avez déjà dit une partie de la seconde question, évidemment, c'est quoi le problème avec la virilité? Donc, je vais pour ça vous donner un peu plus de temps pour finalement parler un peu de ce qu'il y a dans de vos livres. Lucille, donc dans le coup de la virilité, il y a un postulat de départ du livre qui est fondamental. Sur la violence dans notre société, qui a beaucoup de caractéristiques, qui est très documentée, beaucoup de caractéristiques prises en compte pour essayer de la faire cesser, la pauvreté, l'éducation, certains visent l'origine culturelle, etc. Mais il y en a une qui est à la fois la plus importante et la moins commentée, et évidemment directement liée à la virilité. Et donc on n'en tire pas les conclusions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce postulat de départ? Eh bien moi, je me suis lancée dans le calcul du coût de la virilité en me basant sur les chiffres. Le premier chiffre que j'ai découvert et qui a été à l'origine de mon travail, c'est celui de la population carcérale masculine aujourd'hui en France, qui représente 96,3% du total. Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis effectivement demandé ce que ça voulait dire de l'implication des hommes dans la violence, dans la délinquance, dans la criminalité, dans les prises de risques, etc., etc. Et effectivement, en creusant un petit peu, je me suis aperçue que selon les chiffres officiels, je tiens à le dire, aujourd'hui, 80% des mises en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, la population carcérale est à 96% masculine, on l'a dit, et quand on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc 99% des auteurs de viol, 95% des auteurs de vol avec violence, 86% des auteurs d'homicide, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, etc., etc. La liste est très longue. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut en conclure à partir de ces chiffres? C'est que si tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent, le milieu social dans lequel ils ont grandi, la zone géographique dans laquelle ils habitent, le niveau d'études qu'ils ont, etc., etc. On peut prendre tout un tas d'autres critères. Finalement, il y a toujours un gouffre statistique entre les hommes et les femmes sur cette question. Et donc, le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, c'est bien le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Et là-dessus, effectivement, il y a un point d'aveuglement, à la fois des politiques, mais aussi des ministères de la justice, de l'intérieur. Voilà, moi, quand j'ai voulu chercher les études qui prennent en compte donc des chiffres ventilés par sexe, ça a été peut-être la partie la plus difficile de mon travail. Donc, effectivement, il y a un point d'aveuglement là qu'il faut dépasser pour finalement pouvoir s'interroger correctement sur les raisons de l'insécurité et remonter aux origines, à mon sens. D'accord, je voudrais insister sur un chiffre qui nous concerne plus particulièrement au Mouvement d'Uni, qui est cité parce que tu cites l'étude de Prost-Cost de 2015 pour ensuite calculer le coût lié à la prostitution. Alors on parle beaucoup des clients prostitueurs, comme il y a un chiffre voilà, qui est repris sur de 99%. Moi, je voudrais dire, et c'est notamment une des choses que j'ai mis dans le dossier, c'est que puisqu'on parle des mises en cause, très clairement, le chiffre sur ce domaine, il est de 100%. Car en 6 ans de loi en France, en 20 ans de loi en Suède, il y a 100% de verbalisation d'hommes pour sollicitation, recours à la prostitution. Voilà. Je le corrigerai pour la version réactualisée. On vérifiera d'ici là, mais normalement, je pense qu'il y a peu de risques. Voilà. Et donc, à partir de là, la question était de savoir pourquoi c'est comme ça
Et le livre, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on va aller vers un essentialisme? Évidemment, vous l'avez déjà balayé en introduction, mais une idée d'essentialisme où ce serait, je ne sais pas, le corps, la testostérone, le cerveau, qui est une partie du corps, qui seraient des facteurs qui créeraient ces différences et cette violence, notamment chez les hommes. Alors ça, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous examinez d'abord ces racines-là pour le balayer avant de dire, bon, bah, ça doit être autre chose. Oui, ça m'a semblé essentiel, surtout quand on est féministe, hein, on se rend bien compte du fait qu'à chaque fois, on doit réexpliquer que non, la domination masculine, l'agressivité des hommes n'est pas biologique. Et effectivement, il y a 3 idées reçues principales que je déconstruis dans mon livre. La première, c'est celle du temps des cavernes. Voilà, c'est un argument. On nous dit déjà à l'état de nature, les hommes étaient les dominants, les hommes étaient agressifs, et donc ça fait partie finalement de la nature humaine. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est remis en cause par les études de paléohistoire moderne, hein, qui indiquent que les femmes, donc au paléolithique, avaient aussi du pouvoir, chassaient, et que la domination masculine se serait creusée un peu plus tardivement au néolithique. Voilà, ce n'est pas non plus le cerveau, hein. Là, je fais appel aux travaux de Catherine Vidal, qui nous explique que lorsque l'on est, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites, que les 90% se modèlent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences. Donc, le cerveau, qu'il soit un cerveau d'homme ou de femme, ne prédétermine pas nos aptitudes, nos comportements, ni les comportements violents chez les hommes. Et enfin, non, ce n'est pas la testostérone. Effectivement, il y a tout un mythe autour de cette hormone, hein, qui est responsable de tous ces maux. Alors, il faut savoir que les femmes aussi en produisent à des taux 7 à 10 fois inférieurs à ceux des hommes. Et les études récentes sur le sujet, là je tiens à le préciser, des études récentes nous indiquent que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente. Donc là, on voit bien finalement l'influence de la société sur le biologique et non l'inverse. Le biologique n'est pas responsable de l'agressivité des hommes, donc il n'y a rien de physiologique chez les hommes qui les pousserait à avoir ces comportements asociaux. Oui, tout à fait. Et donc, alors qu'est-ce que vous parlez, pour expliquer ça, d'une acculturation à la violence des garçons par l'éducation, notamment par... Bon, alors on ne va pas rentrer très longtemps dans le détail parce que je vais ensuite vous parler un tout petit peu aussi du comment vous avez calculé le coût de la virilité, enfin du chiffre que vous avez obtenu. Mais alors, c'est quoi si c'est pas tout ça? Oui. C'est quoi cette acculturation à la violence? Voilà. Oui, alors effectivement, là sur ce point, les études de sociologie, des sciences de l'éducation nous montrent que très clairement, encore aujourd'hui, on n'éduque pas les garçons comme on éduque les filles, on ne les sociabilise pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas les mêmes normes, les mêmes valeurs pour vivre en société. Et notamment, la différence centrale, à mon sens, tient à cette notion de virilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on éduque les petits garçons à être virils, donc à être les plus forts, à jouer le jeu cette loi finalement du plus fort, donc comme on l'a expliqué au début. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours conscient, parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués à travers ces schémas, que nous les transmettons à travers l'éducation sans toujours en avoir conscience. Mais les études qui ont été faites sur le sujet indiquent très clairement par quoi ça passe. Dès les premiers jours, hein, ça se joue dès les premiers jours de la vie des enfants. Et donc, je pense que cette prise de conscience-là, elle est importante, et peut-être qu'on pourra revenir tout à l'heure sur les mécanismes qui sont en jeu. D'accord, bien sûr. Alors, donc ensuite, le cœur du livre, c'est le calcul du coût de cette virilité. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous comptez et vous arrivez à quel chiffre et pour quel constat? Alors effectivement, le fait que les hommes soient surreprésentés dans la délinquance, dans la criminalité, ça a des coûts. Alors des coûts directs en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et des coûts indirects qui sont supportés par la société et qui sont liés aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, aux décès, aux pertes de productivité, aux destructions de biens.
Donc voilà tout ce que ces coûts rassemblent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un différentiel, puisque je calcule les conséquences d'une différence d'éducation entre les hommes et les femmes, donc ce que je viens d'expliquer. Et donc, j'ai calculé la différence entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. Donc, j'ai obtenu un surcoût. Le coût de la virilité, c'est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc, c'est le titre de mon essai. Et effectivement, en additionnant tous ces coûts, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'arrive à 95,2 milliards d'euros par an. Donc, effectivement, c'est tout à fait colossal, mais je tiens à préciser que c'est largement sous-estimé pour deux raisons principales. La première, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la difficulté à avoir des statistiques ventilées par sexe, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'infractions pour lesquelles je n'ai pas eu accès aux données ventilées par sexe. Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'aussi, il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale et donc on ne peut pas les prendre en compte dans le calcul. Mais près de 100 milliards d'euros par an, ça donne déjà un ordre de grandeur, sachant qu'on pourrait aller bien plus loin. Et 100 milliards d'euros, c'est à peu près équivalent au déficit annuel du budget général de la France avant le Covid. Voilà, pour donner une idée de ce que ça représente. Voilà, et Céline le rappelait tout à l'heure en préparation, ce que les associations féministes demandent, c'est 1 milliard sur 5 ans. Voilà, donc on pourrait encore demander beaucoup plus. Mais justement, Céline, en parlant du coût de la virilité, alors ça c'est vraiment le coût, donc ce différentiel de coût lié à la violence et aux infractions. Mais si on parlait plus généralement peut-être du coût du patriarcat ou de la virilité, voilà, on pourrait encore peut-être faire monter ce chiffre qui est déjà une fourchette basse, hein, très basse, beaucoup plus haut. Alors moi, ouais, tout à fait, parce que juste pour rebondir sur ce que disait Lucille, ce qui est vraiment intéressant dans sa démarche, c'est que ces questions de violence masculine, nous on en parle depuis des années avec MeToo sur la question des violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles, mais ce qui était très intéressant, là, c'est qu'on a une vision ultra transversale et on voit l'ensemble des coûts, au-delà de la question des violences sexistes et sexuelles, de l'ensemble de la délinquance, l'ensemble des violences commises par les hommes. Et c'est étonnant parce que c'est un calcul qui n'avait jamais été fait. Moi, je suis assez d'accord aussi pour dire que c'est déjà une première estimation qui est gigantesque, mais c'est certainement une sous-estimation. Je pense qu'en particulier, les impacts en termes de santé mentale et de ce que ça veut dire en termes de conséquences sur l'emploi, sur l'insertion professionnelle, sur les parcours de vie, sur les carrières des femmes, sont très difficilement estimables et pourtant elles existent. Il faut savoir que, par exemple, un enfant dans la population, une personne sur 5 déclare avoir été victime de viol ou d'agression sexuelle, et donc ça a des conséquences à long terme sur leur santé. Et puis une autre chose qu'on pourrait rajouter au coût de ce 100 milliards pour montrer que oui, ça coûte beaucoup plus que ce qu'on demande, nous, associations féministes, pour justement réparer cette violence masculine, c'est la question du travail domestique et parental qui me tient aussi à cœur et sur lequel je fais tout un chapitre dans le livre Déviriliser le monde. Et là aussi, les chiffres sont complètement gigantesques. Il faut savoir, si vous voulez avoir juste des ordres de grandeur, c'est que le PIB est autour de 2000 milliards d'euros. Et selon les estimations de l'INSEE, sur un scénario qu'on appelle central, c'est-à-dire qu'on compte à peu près toutes les heures de ménage, de soins aux enfants, de devoirs à la maison, tout ce qui anime quotidiennement la vie des parents et surtout des mères. On arrive aujourd'hui, si on valorise ces heures au niveau du SMIC, en imaginant que, par exemple, on pourrait déléguer à des prestataires type crèche et autres, toutes ces tâches qui sont faites aujourd'hui par les parents, on arrive à un chiffre d'environ, même d'exactement 1000 milliards. Donc on est un petit peu en dessous des 50% du PIB. C'est-à-dire que l'équivalent à peu près de 50% du PIB est en fait du travail pour sa famille. J'estime que c'est un travail
parce qu'à partir du moment où certaines familles sont en capacité de le déléguer et d'autres pas, ça reste un travail. Faire le ménage, c'est un travail. Et ce chiffre est complètement énorme, 1000 milliards. Je regrette que ça ne soit pas un sujet plus politique, un sujet de débat public sur la question de la conciliation, en particulier de la vie professionnelle et de la vie de parents. Et j'explique simplement que c'est inégalement encore réparti, c'est-à-dire que les femmes font à peu près 65% du travail domestique et parental et 35% pour les hommes. Donc on est encore loin de la parité. Et donc, au final, ça veut dire que les hommes produisent en travail gratuit l'équivalent de 350 milliards quand les femmes produisent l'équivalent de 650 milliards. Donc, il faudrait que les hommes, globalement, la classe des hommes fasse un sorte de chèque à la fin de l'année d'un montant d'environ 150 milliards pour juste compenser le fait qu'ils ne font pas leur part, qu'ils font 35% au lieu de 50%, pour compenser voilà, le gap entre ce que fournit collectivement les femmes à la société, c'est-à-dire ce travail d'éducation, d'élever les enfants, d'élever la génération future par rapport à ce que produit, enfin ce que fournissent les hommes dans leur vie personnelle de parents. Voilà. Donc en fait, on pourrait continuer à tirer le fil et de voir que en fait, ce sont bien les femmes qui sont exploitées, et aussi bien dans la famille que soumises à la violence des hommes, et que le coût effectivement de cette exploitation est bien supérieur aux sommes qu'on demande aujourd'hui pour une politique publique qui viserait à faire baisser ces violences ou à favoriser l'équité, en particulier dans les familles. Donc vraiment, on a un énorme chantier. En effet, donc il faut demander beaucoup plus alors. On reviendra tout à l'heure, puisque la dernière partie du livre de Lucile, c'est aussi sur les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je vous poserai à toutes les deux, encore une fois, la question en même temps. Mais donc, on va passer un peu plus à l'essai de Céline, Déviriliser le monde. Alors, vous avez entendu Lucile, c'est vraiment une déconstruction aussi un petit peu scientifique, sociologique, etc. de la situation. Avec Céline, on est dans quelque chose de plus politique, revendicatif, etc. Bon, c'est normal, c'est l'habitude de ça. Tu parles de cette idéologie viriliste et au départ, tu fais tout un chapitre évidemment sur la lutte contre les violences masculines qui est là aussi centrale, en citant notamment une féministe extraordinaire dont vous voyez d'ailleurs un ouvrage ici, Andrea Dworkin, qui disait notamment que le viol et la guerre ne sont pas si différents. On y inclut aussi la prostitution. Donc, en cette période de guerre, de crainte, notamment pour les femmes ukrainiennes, en particulier aussi avec l'industrie de la violence prostitutionnelle, c'est vraiment particulièrement d'actualité. Alors, voilà, comment s'est née cette idée d'écrire Déviriliser le monde, c'est-à-dire d'abord de lutter contre les violences masculines et en pensant à Andrea Dworkin, je pense. Oui, alors je cite largement Andrea Dworkin parce qu'effectivement, c'est plutôt un manifeste dans cette période électorale pour rappeler que la question de l'égalité femmes-hommes et la question de la lutte contre les violences masculines, c'est un combat complètement transversal qui devrait irriguer l'ensemble des politiques publiques et pas simplement être cantonné à un secrétariat d'État, mais vraiment que la police, la justice, l'éducation nationale, l'ensemble des ministères soient mobilisés sur cette question, et je donne un certain nombre de pistes. Mais le premier des sujets depuis MeToo qui a commencé il y a maintenant 5 ans, c'est bien sûr la lutte contre les violences masculines. Petit aparté, je dis, et on dit depuis très longtemps à Oser le féminisme, violence masculine, et non pas violence faites aux femmes. Harcèlement de rue, enfin toutes les expressions aujourd'hui qui visent peut-être à exploser le problème en différents harcèlement de rue, harcèlement au travail, violences faites aux femmes, violences faites aux enfants. On n'arrive pas à voir le dénominateur commun en fait.
Or, ce n'est pas la rue qui harcèle, ce n'est pas le travail qui harcèle, ce sont à chaque fois des hommes. Et donc, pour n'oublier personne, en particulier les victimes qui sont mineures, qui subissent également des violences pédocriminelles, mais avec les mêmes mécanismes sexistes, les mêmes mécanismes où certains hommes se sentent légitimes à commettre ces violences, on préfère englober l'ensemble des violences, non pas sur le terme de violence sexiste et sexuelle, qui là aussi invisibilise la source de ces violences, et de repartir du terme qu'Andrea Dworkin, d'ailleurs, je crois, utilisait, qui est le terme de violence masculine, et de bien dire que c'est la façon dont les hommes sont socialisés, dont les hommes sont entraînés à la violence, et la façon dont ils se sentent légitimes à commettre ces violences, qui est bien là la source du problème. Et la source du problème, non seulement bien sûr des violences conjugales, de la prostitution et tous les sujets que nous portons toutes les féministes depuis le début de la vague MeToo, mais aussi plus loin que ça, et c'est ce que voulait dire Dworkin pour aller complètement dans le sens de Lucile, l'ensemble de toutes les violences qui irriguent qui irriguent la société aujourd'hui. Et elle a, si j'ai le temps, je peux vous lire peut-être quelques phrases où elle fait justement le parallèle entre la guerre qui est une affaire d'hommes, et puis le viol. Et le viol, d'ailleurs, est utilisé encore aujourd'hui comme crime, enfin comme crime de guerre. Et il y a des retours d'un certain nombre d'observateurs en Ukraine qui montrent que, bien sûr, les soldats russes utilisent le viol comme arme de guerre, entre autres, bien sûr. Et je vous lis donc ce passage qui, je pense, a nourri beaucoup le féminisme de l'association et de moi en particulier. Et donc, ce livre, avec ces grandes citations de féministes qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué en tout cas ma formation, était aussi une façon de leur rendre fémage et de montrer d'où venaient les revendications qu'osait le féminisme porter. Elles venaient de textes qui ont été écrits pour celui d'Andrea Dworkin en 1983 et qui est pourtant incroyablement saisissant même d'actualité, et par rapport à la vague MeToo comme par rapport à la guerre en Ukraine. Je vous lis un petit passage. Je veux dire qu'il y a une relation entre la manière dont les femmes sont violées et votre socialisation à violer et la machine de guerre qui vous broie et qui vous recrache. La machine de guerre à travers laquelle vous passez, tout comme cette femme passée dans le hachoir à viande de Larry Flint sur la couverture du magazine Hustler. Vous feriez sacrément mieux de croire que vous êtes impliqué dans cette tragédie, que c'est aussi la vôtre, parce que vous devenez des enfants soldats à partir du jour où vous êtes nés, et tout ce que vous apprenez sur comment mettre de côté l'humanité des femmes vient s'ajouter au militarisme du pays dans lequel vous vivez et du monde dans lequel vous vivez. Et le problème, c'est que vous croyez que c'est ailleurs, et ce n'est pas ailleurs, c'est en vous. Les Macs et les faiseurs de guerre parlent pour vous. Le viol et la guerre ne sont pas si différents. Et ce que les Macs et les faiseurs de guerre font, c'est vous rendre si fiers d'être des hommes qui peuvent l'avoir dure et la mettre profond. Et ils prennent cette sexualité acculturée, ils vous mettent dans des petits uniformes et ils vous envoient tuer et mourir. Si vous êtes effrayé par la montée du fascisme dans ce pays, et vous seriez bien stupide de ne pas l'être en ce moment, alors vous feriez mieux de comprendre que la racine du problème a quelque chose à voir avec la domination masculine et avec le contrôle des femmes, l'accès sexuel aux femmes, les femmes comme esclaves pour la reproduction, l'appropriation privée des femmes. C'est le programme de la droite, c'est le code moral dont il parle. Donc ce texte est assez incroyable. Incroyable. Ce parallèle entre guerre et viol est vraiment clairement exprimé. C'est un discours d'Andrea Dworkin qu'elle a fait en 1983 face à 500 hommes engagés pour l'égalité. Et ce qu'elle demande à ces hommes, la première chose qu'elle demande à ces hommes, c'est justement de dire que ce sont les hommes le problème, que c'est effectivement la violence de certains hommes qui est le problème. Et elle demande en particulier aux hommes de se désolidariser de ces hommes qui se sentent légitimes à commettre des violences, et effectivement de faire barrage dans leur propre camp pour dire stop à cette violence masculine qu'ils estiment être légitime à commettre. Oui, c'est par rapport à l'actualité
en français international, c'est juste saisissant ce texte. On pourrait croire que tu viens de le dire exprès pour nous. Et peut-être juste un truc, c'est que Zemmour reprend exactement le même argumentaire que Poutine d'un discours viriliste, masculiniste sur voilà, le pouvoir, c'est pour les hommes, les hommes forts, les hommes à poigne. Il y a toute une mise en scène. Alors bien sûr, Zemmour a écrit Le Premier Sexe, qui est vraiment une défense de la supériorité masculine, de la domination masculine, de la légitimité des hommes à considérer les femmes comme des proies sexuelles. Et puis Poutine, depuis très longtemps, se met en scène dans un rôle très viriliste. Hein. Il fait des mises en scène torse nu pour rappeler que c'est un homme fort, c'est un homme viril, et c'est parce qu'il est viril qu'il est capable de mener d'une main de fer son pays de façon autoritaire, verticale, violente. Donc masculinisme et nationalisme guerrier de Poutine sont deux choses qui vont main dans la main aujourd'hui dans cette guerre en Ukraine. D'accord. D'ailleurs, sur le sujet, avec Lucille, vous êtes aussi en phase, puisque Lucille avait fait une publication sur les réseaux sociaux avec cette image de Poutine torse nu en citant le coup de la virilité. Alors, voilà, tout ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va essayer de se... Bon, voilà. Céline, tu cites aussi le fait qu'il peut y avoir de l'espoir et que tout ça n'est pas inéluctable, avec une autre grande féministe, Gisèle Halimi, qui dit que la violence contre les femmes et l'appétence à la violence contre les femmes ne sont pas inéluctables, et qu'elle appelle à ce que naisse entre nous une nouvelle forme de rapports humains. Et donc, on va aborder maintenant comment déviriliser le monde, avec toutes les deux. Donc, je vais... alors, je ne sais pas qui veut commencer. Céline a des solutions concrètes avec quelques propositions. Lucille a aussi une philosophie générale, plus générale, très intéressante sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour déviriliser le monde. Donc, je vais poser d'abord la question à Lucille. Lucille, oui. Oui, alors moi, effectivement, je pense que véritablement, il faut agir sur les origines, donc sur l'éducation. Voilà, c'est vraiment mon point. Tout à l'heure, je disais, donc, on parlait d'une acculturation à la violence, du fait qu'on éduque encore aujourd'hui les petits garçons à la virilité. Et effectivement, ça passe par des choses qui sont identifiées, qui sont très concrètes. Par exemple, donc on sait que les bébés filles et les bébés garçons, lorsqu'ils naissent, ils ont les mêmes comportements, puisqu'ils ont le même cerveau. Et c'est finalement nous, les adultes, en projetant sur eux des attentes différenciées selon leur sexe, ce sont nous qui allons les éduquer de façon différente. Et notamment donc, les garçons, puisque ce sont eux qui nous intéressent, il faut savoir que lorsqu'ils sont bébés, par exemple, on a des rapports beaucoup plus toniques avec eux. Donc, on favorise leur force physique. Également, on développe moins les sentiments avec les petits garçons, c'est-à-dire qu'on a moins un vocabulaire affiliatif, tout le vocabulaire des sentiments. Par contre, on va valoriser chez eux beaucoup plus la colère. Il y a des études qui montrent que lorsque l'on lit une histoire à un petit garçon, on surjoue la colère beaucoup plus que lorsqu'on la lit à une petite fille. Également aussi, on est plus permissif avec les petits garçons. Les petits garçons sont plus libres d'agir, plus libres de leur comportement, de leurs mouvements. Ils sont moins prévenus du danger, par exemple. Mais en fait, tout ça, dès les premiers jours de la vie des enfants et des garçons, ça va créer un terrain favorable finalement aux futures conduites déviantes, mais qui n'est pas toujours déjà perçu par les adultes et qui n'est pas toujours considéré à la hauteur finalement de ce terrain qui va favoriser quand même des comportements asociaux. On va se dire que ce sont des enfants et puis après tout, ce n'est pas si grave. Mais dans l'éducation des garçons, tout à l'heure on parlait d'acculturation à la virilité, il y a effectivement cette violence d'acculturation à la violence, cette violence qui s'exprime très tôt dans les jeux des petits garçons, que ce soit dans les jeux de bagarre, dans les jeux de bataille, dans les jeux avec des armes factices. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais dans 90% des cas, dans un catalogue de jeux, lorsqu'il y a une arme, alors déjà, moi là, juste, j'aurais envie de m'arrêter. Dans la même phrase, je dis catalogue de jouets et armes. Bon, voilà.
eh bien, il faut savoir que c'est un petit garçon qui la tient. Voilà, si on considère que les armes sont des jouets, quoi. Et puis, il y a aussi toute la culture avec les livres, avec les films, dans lesquels aujourd'hui encore, et ça on en parle, mais ça bouge très peu finalement, dans lesquels l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes qui vont s'adonner à une violence qui est souvent légitimée, parfois tout simplement pour sauver le monde. Eh bien, il faut savoir que les garçons, voilà, développent une appétence pour cette violence, ils vont s'identifier à ces personnages, et on voit comme ça, effectivement, que la violence, eh bien, ils vont l'intégrer à travers, leur éducation, à travers ces rôles modèles. Et puis, il y a aussi l'adolescence, qui est un moment de cristallisation dans la construction de l'identité masculine. Et les adolescents, notamment les garçons, parce que la virilité, ça se construit beaucoup dans les yeux des pères, donc entre hommes, ils vont montrer qu'ils sont forts moralement, physiquement, donc ils vont se donner des coups, ils vont s'insulter, il va falloir montrer qu'ils résistent à cette violence. Et puis la dernière chose que je tiens à ajouter là, c'est le fait qu'on éduque les garçons, là aussi, dès les premiers jours, dans l'évitement de tout ce qui est féminin. Et donc, on leur apprend très rapidement que le féminin, les femmes, enfin, tout ce qui se rapporte au féminin n'est pas digne d'eux. Et donc, c'est comme ça que l'on fait une hiérarchie. On leur apprend que le féminin et les femmes ont moins de valeur que les hommes. Par exemple, il est quasiment impossible aujourd'hui encore de mettre un t-shirt rose à un petit garçon, surtout pas de couette, surtout pas, je sais pas, d'attitude qui serait trop efféminée, surtout pas de maquillage, etc., etc. Et c'est comme cela que, in fine, on crée du sexisme et de l'homophobie. Et puis, il y aurait encore, mais je pense que Céline Pic va en parler beaucoup mieux que moi, la question de la pornographie et de l'éducation au consentement, qui est dramatique. Peut-être qu'on pourra en reparler, mais quand même, parce qu'il y a un autre sujet, c'est que vous dites pas seulement qu'il faut pas éduquer les garçons avec ces valeurs virilistes, mais aussi que la solution, on l'a. C'est pas, il y en a beaucoup qui veulent supprimer... neutraliser l'éducation. Là, vous dites non, en fait, il faut éduquer les garçons comme on éduque les filles. Alors ça j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu, parce que ça va plus loin que de dire il faut déséduquer les garçons à la violence. Tout à fait, puisque lorsque l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les femmes, donc la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51% de la population et qui sont peu ou pas éduquées à travers ces valeurs viriles, eh bien, elles ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Il faut savoir qu'elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc, effectivement, l'éducation que l'on donne aujourd'hui aux filles construit des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société. Elles comprennent mieux leurs émotions, elles ont une meilleure gestion de leurs émotions. On dit souvent que les femmes sont hystériques, mais quand on regarde les chiffres, voilà, c'est absolument faux. Et donc, effectivement, si on éduquait les garçons comme les filles, c'est-à-dire, par exemple, si on leur offrait des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, si on les contraignait davantage pour qu'ils respectent les règles, si on développait davantage leurs sentiments pour qu'ils deviennent plus empathiques, finalement, tout ce qu'on fait déjà avec les filles et qui revient finalement à donner une éducation plus humaniste à l'ensemble des enfants, à l'ensemble de la population, puisque effectivement, on voit que l'éducation qu'on donne aux filles a des conséquences tellement plus positives sur l'ensemble de la société qu'il faudrait finalement le faire effectivement avec tous les enfants et notamment avec les garçons. Très bien. Alors Céline, du coup, tu es appelée à répondre sur les deux aspects un petit peu. Alors à la fois peut-être compléter ce à quoi Lucille t'a appelé de parler de la question du consentement, de la prostitution filmée, etc. Et aussi, ensuite, peut-être pour aller vers la conclusion, cette idée de comment réparer le monde et en utilisant des valeurs qui existent dans la société. Alors, avant de parler de la pornographie, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Lucille qui était tout à fait intéressant.
Et des fois, je me demande sur cette question de l'éducation qui est pourtant centrale et qui est un peu l'angle mort de ce quinquennat, si on a beaucoup, beaucoup parlé dans MeToo de la question du système policier et judiciaire pour traiter la question des violences. On n'a jamais vraiment pris à bras le corps la question de l'éducation. Et en particulier, nous, on demande, je rappelle dans le livre qu'il devrait y avoir 3 séances d'éducation à la sexualité qui permettraient aussi de promouvoir des rapports filles-garçons, femmes-hommes beaucoup moins violents qu'ils ne sont aujourd'hui. La question de l'éducation, elle n'est pas traitée sérieusement et on a l'impression qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire que je suis moi aussi mère de 2 garçons et d'une fille. Et j'ai conscience de tout ça, j'ai conscience du fait que les jouets sont sexistes. Moi, c'est quelque chose qui m'a terrifiée la première fois que je suis rentrée à la grande récré pour acheter des déguisements. Ils étaient invités à des fêtes costumées. 100%, la grande récré, 100% du rayon garçons, c'était que des costumes de super-héros, des costumes de cow-boys, et tous les costumes avaient une arme, que ce soit un sabre, une épée, un pistolet, une mitraillette, tous étaient armés. Et au rayon des filles, il n'y avait que des robes de princesse. Et là, je me suis dit, mais on est tellement retourné en arrière, ne serait-ce que par rapport à comment étaient les jouets dans les années 70 et 80, qui étaient moins genrés que ce qu'on peut voir des fois dans certains rayons. Et puis ensuite, il y a des avancées. Moi, je trouve que par exemple, la littérature enfantine fait des efforts pour promouvoir justement d'autres imaginaires beaucoup plus en phase avec nos valeurs d'égalité femmes-hommes et de lutte contre voilà, cette idéologie viriliste. Et pour certains secteurs qui se remettent un petit peu en question, les jouets aussi, par exemple, ils arrêtent de mettre du rose chaque fois qu'ils vendent une cuisine, par exemple. Ils mettent d'autres couleurs pour attirer les petits garçons vers la cuisine. C'est une bonne chose. Et de l'autre côté, il y a des phénomènes, des nouvelles choses vers lesquelles vont les jeunes, qui sont incroyablement plus sexistes que ce qui existait avant. Moi, je trouve que, par exemple, les mangas sont ultra sexistes et aujourd'hui, c'est tellement répandu chez les adolescents. Les jeux vidéo font aussi une apologie de la violence. C'est que ça, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de bastons, d'armes, de tuer. Donc, vraiment, cette omniprésence, par exemple, du fait que quand on est fort, on gagne quand on tue les autres, quoi. Là, la question de la mort, en fait, de la capacité à tuer, c'est quand même quelque chose qui m'interroge dans l'éducation, en particulier des garçons qui consomment plus souvent des jeux vidéo. Et puis, le dernier pan où on a l'impression que les outils numériques, notamment, sont des fois de formidables, d'effarantes plutôt régressions, c'est la question de la pornographie. Clairement, on est face aujourd'hui à une nouvelle génération. Cette génération-là, aujourd'hui, qui est née en l'an 2000, quoi, qui a été éduquée par la pornographie depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'âge premier du visionnage d'un film porno, c'est 13 ans, malgré le fait que ça soit interdit aux moins de 18 ans. Et vraiment, il y a une permanence totale de scénarios qui font l'apologie vraiment de la violence faite contre les femmes de façon assez crue. Le scénario, c'est toujours les femmes sont des salopes, les femmes aiment être souillées, aiment être humiliées, aiment insultées, aiment être frappées. Et quand une femme dit non, en fait, c'est qu'en fait, elle veut quand même, en fait. Et donc, il faut outrepasser son nom parce que, en fait, finalement, un bon coup de bite, ça va lui faire du bien. Et je suis désolée d'être crue, mais c'est vraiment la trame des scénarios aujourd'hui dans la pornographie. C'est une apologie de cette violence, une apologie aussi de la capacité des hommes à obtenir du plaisir par la vision de l'humiliation et de la dégradation d'une femme. Donc, il y a beaucoup de scénarios avec des éjaculations faciales, de l'urine, de la scatologie aussi, par exemple, qui font tous vraiment l'apologie de cette déshumanisation, vraiment une déshumanisation des femmes. Et puis, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est-à-dire que là, on arrive vraiment sur un système qui est pour moi le premier problème de santé publique aujourd'hui, si on veut s'attaquer à la question des violences sexistes et sexuelles. On a toute une génération qui consomment de façon compulsive beaucoup de pornographie ultra violente. Et de l'autre côté,
On espère qu'avec des séances de formation, des interventions dans les classes, une fois par an par le planning familial ou par l'infirmière scolaire, on va pouvoir éduquer les jeunes à la question du consentement, d'une sexualité bienveillante, partagée, heureuse, joyeuse, où les deux ont du désir et où les deux découvrent la sexualité sur la base d'un désir. J'insiste sur le terme de désir plutôt que le consentement, parce que le consentement, il peut être extorqué par le petit ami en particulier, mais le désir partagé des deux personnes qui s'engagent dans une relation sexuelle. Et là, vraiment, on est en train d'essayer de vider l'océan à la petite cuillère, c'est-à-dire que vraiment, nos armes, nous, en tant que féministes, pour faire une éducation à la sexualité, sont infiniment plus faibles aujourd'hui que cette machine de guerre qui est l'industrie pornographique, qui vraiment est totalement incompatible avec l'émergence d'une sexualité partagée et égalitaire qu'on appelle de nos voeux dans la vague MeToo. Et donc la vague MeToo, si elle s'est attaquée effectivement au dysfonctionnement de la police, au dysfonctionnement de la justice et sur notre incapacité en particulier à poursuivre les agresseurs et les violeurs pour qu'ils cessent de commettre ces violences masculines, et on a encore du boulot là-dessus, on ne s'est pas du tout attaqué à la question de l'éducation à la sexualité. Et là, vraiment, si on n'ouvre pas les yeux sur la façon dont aujourd'hui les jeunes sont éduqués par la pornographie, on rate complètement le sujet. Et la dernière preuve que je peux vous donner et là je ne parle même pas de ce que vivent ces femmes sur ces tournages, puisque ça c'est, je dirais, une autre question, mais focalisons-nous juste sur la question de l'éducation à la sexualité. On a l'impression, souvent, quand on est féministe et qu'on voit cette effervescence de MeToo, ces jeunes qui sont dans les marches pour le 25 novembre par dizaines de milliers, par centaines de milliers, que la nouvelle génération est bien plus féministe. Et ben moi, il y a un sondage en particulier de l'IFOP qui est sorti le 1er février 2022, il y a très peu de temps, commandé par Mémoire traumatique sur la culture du viol. Et des questions ont été posées en particulier et analysées par tranche d'âge. Et une question concernait la culture du viol. Et la question, c'était, est-ce que vous pensez que quand une femme dit non, en fait, au fond, elle dit non, mais peut-être qu'elle pense oui. Et ben, le pourcentage de jeunes entre 18 et 24 ans qui pensaient que quand une femme disait non, en fait, elle pouvait penser oui, et donc il fallait outrepasser son non, était 2 fois plus important, je crois à 33%, que la tranche des plus de 60 ans ou des 50-65 ans. Et donc, l'âge, les jeunes sont encore, baignent aujourd'hui complètement encore dans la culture du viol la plus extrême, en étant exposés à des contenus pornographiques qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on parlait de films érotiques. On est aujourd'hui sur des scènes quasiment, je pense, des scènes de torture, et on va essayer lors du procès de l'industrie pornographique, de faire qualifier un certain nombre de vidéos d'actes de torture et de barbarie. Et donc, ça nous interroge, oui, de se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de garçons et même des filles sont excités, se masturbent et ont du plaisir et des jouissances en regardant des vidéos où des femmes sont torturées littéralement. Je pense par exemple au Bukake sur lequel va se centrer le procès. C'est un viol collectif avec 50 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire de notre jeunesse aujourd'hui à nous qu'elle soit excitée et qu'elle assimile le plaisir sexuel au visionnage de vidéos qui sont, quand on regarde ça de façon crue et d'un point de vue juridique, c'est un acte de torture et de barbarie aujourd'hui qui devrait être qualifié comme tel. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Excusez-moi, j'ai toujours d'émotions dans la voix quand je parle de ça. Mais voilà, donc, d'un côté, on avance sur l'éducation parce qu'il y a beaucoup de parents, j'espère comme moi, qui se sentent concernés. Mais on se trouve face à des murs, en fait. C'est-à-dire que les parents ne pourront pas tout faire pour déconstruire cette éducation à la virilité, cette éducation à la violence, si de l'autre côté, on a des industries dont c'est le business. Voilà. Oui. Merci beaucoup Céline, on est d'accord, la première urgence c'est d'abolir le système porno-prostitueur et d'en prendre conscience, et ces sessions d'éducation à la vie affective et sexuelle sont très importantes. Alors tu abordes aussi beaucoup d'autres solutions dans ton livre, on ne pourra pas toutes les aborder ce soir. Il y a la question aussi finalement
à un moment donné, des femmes choisissent le séparatisme ou de devenir lesbiennes pour pouvoir s'affranchir et se libérer, pouvoir se reconstruire indépendamment de la violence masculine. C'est aussi évidemment le cas de toute la nécessité des lieux non mixtes dont on sait qu'ils sont perpétuellement attaqués. Il y a aussi des solutions très concrètes que tu donnes pour libérer les femmes de la dépendance affective et économique, qui sont d'individualiser toutes les démarches administratives et la fiscalité, puisqu'aujourd'hui, les femmes, une des raisons pour lesquelles elles peuvent difficilement quitter un homme violent, c'est parce que tout est fait pour qu'elles dépendent financièrement, continuent à dépendre financièrement de leur mari ou de la société, etc. Et elles sont du coup les femmes les plus pauvres, c'est ce que tu dis, sont celles qui sont seules les mères seules avec des enfants, que la société paupérise. Voilà, il y a énormément de solutions très concrètes aussi que tu donnes dans le livre. Et il y a aussi une ouverture sur quelque chose d'un peu plus idéaliste, mais aussi d'important, qui est l'écoféminisme. Alors un écoféminisme qui n'est pas du tout essentialiste. Ça, c'est quelque chose qu'on a écarté depuis le début de la soirée, mais qui est quelque chose d'un petit peu nouveau. Est-ce que tu veux nous en parler? Tu termines le livre avec Émilie H. Moi, je l'ai découverte dans ton livre, donc voilà, maintenant je vais aller lire ses écrits. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Avec grand plaisir. Et puis, ça va faire écho à tout ce que disait tout à l'heure Lucille sur la question de l'inversion des valeurs, en fait. Moi, j'avoue que je découvre l'écoféminisme et c'est pour ça que je termine le livre avec Émilie H, parce que je pense que c'est aujourd'hui une ouverture importante. Parce que le féminisme aujourd'hui est quand même assez dur, assez noir. Vraiment, on est vraiment dans la noirceur de la lutte contre les violences masculines. Je viens de vous parler de pornographie et de scènes de torture, c'est extrêmement dur. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce monde violent, de ce monde injuste, de ce monde misogyne. Les écoféministes sont souvent taxés d'essentialistes. Et c'est vraiment quelque chose, Émilie H., en fait, a écrit un certain nombre de recueils. Le texte qui finit le livre est extrait d'un recueil qui s'appelle Reclaim. Et je vous invite vraiment tous et toutes à le lire. C'est vraiment un recueil assez incroyable où elle écrit une longue préface. Et dans la préface, tout est un peu expliqué de façon extrêmement claire et qui montre que l'écoféminisme est au contraire une façon de sortir les féministes jusqu'à présent ont voulu abolir le genre, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles et dire aux femmes et aux hommes qu'il n'y avait pas de masculinité, enfin de virilité d'un côté, force, puissance, et de l'autre côté pour les femmes, douceur, dévouement maternel, instinct maternel, etc. Et qu'elles étaient libres, que les hommes comme les femmes étaient libres d'embrasser l'ensemble des possibles. L'écoféminisme il refuse effectivement le genre comme construction sociale qui enferme les hommes et les femmes dans des cases, mais là aussi, il réhabilite aussi les valeurs qui sont dites aujourd'hui féminines pour en faire les valeurs qui soient les plus souhaitables pour notre société, d'une société égalitaire, et puis aussi une société qui sort de la réification des femmes comme de la réification de la nature. Et alors cette association femmes-nature est toujours un petit peu compliquée, puisque souvent les femmes ont été renvoyées à leur nature, à contrario de l'homme qui était pensé comme rationalité, comme intelligence, tandis que la femme était ramenée à la question de l'enfantement, de la nature, de finalement quelque chose de beaucoup plus sensible. Et c'est cette réhabilitation aussi du sensible et qui montre que, en fait, dans nos sociétés, celles qui aujourd'hui reconstruisent, qui résistent à un système de violence, qui essayent de reconstruire, en particulier par des luttes écologistes, par des luttes sociales, par des luttes féministes. Ce sont essentiellement des femmes aujourd'hui qui sont sur le terrain dans des actions en particulier de non-violence, de résistance,
pour s'opposer à un pouvoir, à une destruction de l'environnement ou à des systèmes qu'elle juge inégalitaires. Et un tas d'exemples sont cités dans le livre, que ce soit Vandana Shiva et un certain nombre d'écologistes qui œuvrent sur le terrain pour cette réhabilitation du sensible et cette réhabilitation aussi derrière de la capacité à embrasser l'autre, pas de façon charnelle, mais embrasser l'autre, c'est-à-dire prendre en compte l'altérité, la réhabilitation du soin. C'est un débat en particulier qu'on a eu pendant le confinement. On a bien vu que les métiers qui étaient en première ligne, les métiers qui étaient réellement essentiels, les métiers dont on ne pouvait pas se passer quand la société entière s'est figée le 15 mars 2020, c'était des métiers essentiellement féminisés et c'était essentiellement des métiers liés aux soins, à la santé. C'était les aides-soignantes, c'était les infirmières, c'était les médecins à l'hôpital qui sont aujourd'hui largement aussi féminisés. Et non, les techniciens et les informaticiens dans les startups, eux, ont pu s'arrêter de travailler. Et ça, c'était des métiers largement masculins et donc réhabiliter effectivement un certain nombre de métiers comme de luttes qui mettent le respect du vivant, le respect de l'humain au centre des valeurs qui sont portées. Je pense que c'est l'ambition de l'écoféminisme. Je ne sais pas si je vous ai donné envie d'explorer davantage, mais c'est extrêmement revivifiant. Et on voit d'ailleurs, pour revenir et peut-être pour finir par rapport à ce qui se passe en Ukraine, ça ne veut pas dire non plus cet renversement des valeurs que les femmes sont inaptes à la violence non plus. Elles sont capables pas de violence, mais de résistance face à des désastres écologiques, beaucoup de mobilisation. Il y a un certain nombre d'exemples en Amérique latine, aux États-Unis ou en Inde qui montrent que ce sont les femmes qui aujourd'hui luttent contre les OGM, luttent contre les destructions environnementales. Et aujourd'hui, en Ukraine ou en Russie, ce n'est pas non plus un hasard que celle qui a porté une pancarte, par exemple, sur le plateau de télé pour dénoncer la guerre était une femme. Et effectivement, les résistantes, comme la journaliste assassinée était une femme également, on voit que la résistance, engageant toutes les personnes, sont investies, en tout cas par les femmes, sur le terrain en Ukraine comme en Russie. Voilà. Oui, justement, tu me fais une transition parfaite puisque je voulais, ça m'a fait penser aux femmes en résistance. Et bon, certaines et certains d'entre vous le savent, j'organise aussi avec des amis un festival qui s'appelle Femmes en résistance. Et on a vu, peut-être certaines et certains d'entre vous l'ont vu, un film qu'on va certainement passer dans notre prochaine édition sur des femmes contre les missiles, sur le combat de milliers de femmes à Greenham Common en Grande-Bretagne dans les années 80, pendant 5 ans, qui ont lutté en permanence que entre femmes contre les missiles. Et c'est vraiment une lutte exceptionnelle et qui en plus a connu le succès. Donc c'est assez extraordinaire. Et Taro est vraiment de tous les combats antimilitaristes, par exemple, qui est aussi une des grandes écoféministes aujourd'hui. Les femmes ont toujours été très fortement engagées dans l'antimilitarisme et les féministes russes aujourd'hui dénoncent la guerre et ont une attitude et des revendications profondément pacifistes en opposition totale à Poutine. Voilà. Et alors Lucille, parce qu'on on arrive un petit peu au bout de la discussion avant de passer aux questions, mais Lucille, est-ce que tu veux donner aussi un mot de conclusion par rapport à tout ce que vient de dire Céline ? Mais effectivement, à mon sens, moi je conclus mon livre là-dessus, c'est que les questions d'écologie, les questions de politique internationale, effectivement, mériteraient d'être étudiées à l'aune de cette question de virilité. Aujourd'hui, on sait que la guerre et le terrorisme coûtent 14 000 milliards de dollars tout autour du monde chaque année et que 90% des civils, enfin des victimes des guerres sont des civils. Voilà. Et sur l'écologie, effectivement, il y a aussi des études qui montrent que les valeurs viriles, finalement, ne portent pas l'écologie, bien au contraire, puisqu'il a été démontré qu'il n'est pas viril de manger moins de viande, alors qu'on sait que c'est une des industries les plus polluantes au monde. Il n'est pas considéré comme viril de conduire une petite voiture électrique, par exemple. Il n'est pas considéré comme viril de manger, par exemple, la viande, je l'ai dit, mais de faire ses courses avec un sac en tissu réutilisable. Et les dernières études indiquent que les hommes ont en moyenne
entraîne finalement des vies plus polluantes que les femmes. Donc voilà, et je pense que ça nous fait prendre un petit peu conscience finalement des effets néfastes tout autour du monde et ce que pourrait être le monde si justement on valorisait ces valeurs dites féminines. Je pense que voilà, nous, dans notre société, effectivement, on vivrait dans une société beaucoup plus riche parce qu'effectivement, il y aurait ces dizaines de milliards d'euros qui seraient économisés chaque année, qu'on pourrait en faire autre chose que de construire des prisons, de construire des palais de justice, voilà. Et puis aussi, je pense qu'il faudrait qu'on prenne conscience que eh bien que si on ne payait plus le coût de la virilité, de ces discriminations, eh bien, les faits aussi de violence, de délinquance, de criminalité baisseraient de façon drastique. Et donc, je pense que nous, pour les femmes, déjà, ce serait une révolution, mais tellement incroyable de vivre dans un monde dans lequel on n'aurait pas peur de sortir le soir, de prendre les transports en commun, de s'habiller comme on veut. Enfin, ce serait fou, mais ça donne, ça donne envie. Voilà, mais je pense qu'aussi, la violence, hein, elle s'exerce à l'encontre aussi des hommes, de chaque citoyen, chaque citoyenne. Et donc, effectivement, on vivrait dans une société beaucoup plus riche, dans laquelle on serait tous beaucoup plus libres parce que beaucoup plus en sécurité. Voilà, ben je pense que vraiment, à toutes les deux, avec vos idées, votre réflexion, vos angles d'attaque, on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses. Ève, est-ce qu'on aurait quelques questions à poser à Lucie? Bonsoir à toutes et à tous. On a plusieurs questions. Première question, qu'en est-il du mariage considéré comme un espace où la domination masculine est justifiée par le patriarcat, par la nécessité d'assurer la descendance et par conséquent la paternité? Moi, je peux répondre? Oui. Mais vas-y, Lucille, si tu souhaites répondre. Non, je pense que tu es plus apte que moi. Je cite dans mon livre Françoise Héritier, parce que vraiment, j'ai voulu rendre fémage à beaucoup, beaucoup de féministes dans ce livre. Donc, Françoise Héritier, c'était une anthropologue incroyable, titulaire de la chaire d'anthropologie à la suite de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, rien que ça, qui a écrit un livre qui s'appelle Masculin-Féminin, la question de la différence, et qui rappelle quelque chose qui semble évident, hein, mais que grosso modo, hein, une des origines de la domination masculine et donc de l'institution du mariage, c'est le fait, de façon totalement claire, que les femmes ont le privilège exorbitant d'enfanter. Et que c'est même l'origine, en tout cas la motivation première de la domination masculine, ça a été, depuis le début des civilisations, s'est développée la domination masculine avec la volonté des hommes de s'accaparer effectivement les femmes par l'institution du mariage, par le contrat de mariage. En fait, les hommes s'échangent des femmes. Donc, les femmes passaient à l'époque sous l'autorité, elles étaient sous l'autorité du père et elles étaient finalement placées sous l'autorité du mari par le contrat de mariage. Et donc, il y avait cette possibilité de s'accaparer les femmes pour pouvoir contrôler sa descendance. Et c'est pour ça que, par exemple, l'infidélité féminine était beaucoup plus que l'infidélité masculine interdite et pénalisée. C'est qu'il était nécessaire pour les hommes d'assurer leur filiation, et ça passait par l'appropriation du corps des femmes et l'appropriation des femmes par l'institution du mariage. Aujourd'hui, heureusement, on en est loin. Aujourd'hui, on a nettoyé notre code pénal, mais le code pénal de 1804 de Napoléon rappelait que les femmes étaient des éternelles mineures, au même titre que les enfants, et devaient être sous l'autorité du pater familias. Hein, c'est de là dont vient la question, le terme patriarcat, hein, c'est l'autorité du père. Et ça, on a réussi décennie après décennie à, par exemple, l'autorité parentale aujourd'hui, elle est conjointe. Ce n'était pas le cas il y a quelques décennies de ça. Et aujourd'hui, on estime que le contrat de mariage est un peu plus égalitaire qu'il ne l'était. Il est davantage basé sur un projet souvent amoureux, on l'espère en tout cas, et non pas sur un contrat qui met une femme sous la tutelle d'un homme. Simplement, c'est pas complètement, on n'est pas complètement débarrassé de cette conception archaïque et patriarcale du mariage.
Et en particulier, c'est là où je parle en particulier de la question de la fiscalité, on pense encore la famille comme l'unité de base, comme une sorte de commune où on mettrait tout en commun et on ne regarderait pas ce qui se passe à l'intérieur de la famille, en particulier les systèmes inégalitaires qui peuvent se développer. Et c'est pour ça que sur la question du mariage, moi je pense qu'il faut arrêter de fiscaliser le foyer et favoriser l'indépendance financière des femmes. Et donc, au-delà de la question de l'autorité parentale conjointe et le fait que les femmes ne sont plus mises sous tutelle par le contrat de mariage, il y a encore des progrès à faire pour que le mariage soit cantonné à peut-être simplement une alliance basée sur des sentiments amoureux et un projet de vie partagé, et non plus, bien sûr, une tutelle masculine des femmes, ni tutelle, ni devoir conjugal. Bien sûr, on le rappelle, le viol conjugal est reconnu dans la loi depuis 1993, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il n'y a plus de devoir sexuel, il n'y a plus de devoir reproductif, il n'y a plus de tutelle de son mari, et donc le mariage est en passe de devenir peut-être quelque chose moins inégalitaire qu'il le fut historiquement. Très bien. On peut avoir une autre question? Ouais. On a Olivia qui demande comment s'explique que malgré l'éducation viriliste, la plupart des hommes ne tombent pas dans des comportements violents et asociaux. Et peut-être la deuxième avec la suivante. Oui, et comment éviter chez les femmes les comportements passifs agressifs qui ne sont pas mieux que les comportements actifs agressifs chez les hommes? Alors, si je peux répondre. Alors, effectivement, quand on regarde les chiffres, les personnes condamnées représentent quand même les personnes qui ont commis les actes les plus graves. Et heureusement que la population carcérale, c'est 80 000 personnes en milieu fermé, 120 000 personnes environ en milieu ouvert. Il faut savoir quand même que la justice traite 4 millions à peu près d'affaires, un peu plus par an. Ensuite, il y a quand même tous les crimes et les délits qui ne sont pas pénalisés, on l'a vu. Par exemple, si on parle des violences machistes, voilà, les viols, on sait aujourd'hui que, par exemple, il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc là, on se rend bien compte quand même du nombre même de crimes qui ne sont pas punis. Et j'ai envie de dire que quand on regarde, par exemple, les prises de risque, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais les prises de risque, ça fait partie des conséquences de la virilité. C'est-à-dire que les hommes, pour montrer qu'ils sont forts physiquement, moralement, vont prendre des risques. Et il faut savoir, par exemple, qu'à l'âge de 14 ans, déjà, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Aujourd'hui encore, l'immense majorité des cas de cancer liés au tabac, à l'alcool, concernent des hommes. 75% des morts sur la route concernent des hommes. Si on prend la population des hommes dans sa globalité, il faut savoir que les hommes ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc, à mon sens, tous les hommes ont au moins une fois dans leur vie commis un comportement découlant de leur virilité, un comportement asocial qui découle de cette virilité. Voilà. Après, effectivement, il y en a qui vont être plus violents que d'autres. Voilà, ils ne vont pas s'exprimer avec la même importance, avec la même gravité. Effectivement, il y a des garçons qui grandissent dans des foyers dans lesquels les valeurs viriles vont être extrêmement valorisées, puis d'autres un peu moins. Il y a aussi, je sais qu'à l'adolescence, par exemple, le fait d'être plus ou moins perméable au regard des autres, parce que ça aussi, ça joue. Voilà, il y a comme ça un certain nombre de facteurs. Mais à mon sens, je pense qu'on peut dire que tous les hommes ont au moins une fois dans leur vie eu un comportement asocial découlant de cette virilité. Merci. Donc, on a une question de Yamina sur le contexte actuel. Comment appréhender le phénomène actuel de la guerre en Ukraine, où les femmes et les enfants sont envoyés se réfugier à l'étranger ou dans les régions en sécurité,
tandis que les hommes partent au combat. C'est un schéma très classique du patriarcat. Comment pouvoir en avoir une posture féministe? Céline, peut-être? Je vais avoir une remarque un peu ironique, hein. Prenez ça plus pour de l'ironie, mais en fait, la guerre est une affaire d'hommes. Il faudrait en plus qu'on aille se faire tuer au front. En fait, moi, j'ai aucune appétence pour devenir soldat, en réalité. Non, plus sérieusement, en fait, on voit en tout cas dans la résistance ukrainienne avoir des femmes, hein, des femmes qui partent au combat. Il y avait même des reportages, j'ai vu un reportage, c'était un couple qui s'est même marié sur le champ de bataille avant de partir au combat, les deux avec des armes dans la résistance ukrainienne. Mais oui, c'est pas, voilà, j'ai fait un peu un trait d'ironie pour ne pas répondre à la question. Le but, c'est pas de faire comme les hommes et de faire la guerre comme les hommes, en fait. C'est de développer plutôt un discours pacifiste. Et je vous invite vraiment à lire la tribune qui a été publiée par les féministes russes, qui montre qu'elles sont un mouvement extrêmement puissant et extrêmement actif pour lutter contre justement cette idéologie guerrière, nationaliste, traditionnelle aussi, puisque Poutine fait la promotion d'une famille traditionnelle, hétérosexuelle, où la femme serait complètement dans le dévouement pour ses enfants. On demande, nous, une émancipation des femmes. Et puis, je pense que les féministes ont toujours été des pacifistes. C'est même le mouvement d'émancipation qui n'a quasiment jamais utilisé la violence. Moi, ça me fait rigoler de rappeler ça parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on fait la guerre contre les hommes, qu'on est hystérique, qu'on est ultra-violente, parce qu'on a des mots... on a des mots, je pense, justes, mais des mots radicaux aussi dans nos analyses, mais on est un mouvement profondément pacifiste. Les féministes se sont battues de tout temps avec des pancartes, des manifestations pacifistes. Au pire, il y a eu les suffragettes qui ont mis des bombes, mais sans jamais tuer qui que ce soit. Hormis elles, qui pour certaines sont mortes effectivement dans la lutte. Mais le féminisme est nécessairement un mouvement pacifiste, en fait. Donc, c'est plutôt lutter contre la guerre qui est la bonne posture féministe. Alors, comme toujours, Céline, tu me donnes de belles transitions. J'entendais effectivement, non, on n'a jamais été violente, et ça me fait penser que je voulais montrer à tout le monde ce livre, alors qui est en anglais, qui est un nouveau livre témoignage d'une survivante de la prostitution irlandaise, qui est absolument remarquable. Donc ça s'appelle Any Girl de Mia During, et elle répond à toute cette question de la violence et de peut-être tous les hommes ne seraient pas violents, etc. Elle a subi viol prostitutionnel, harcèlement, torture, enfin tout ce que tu as décrit, Céline, tout à l'heure. Et elle répond, je ne suis pas une man-hater, hein, je ne hais pas les hommes, je ne sais même pas ce que ça veut dire d'en être une, je n'ai jamais fait de mal à un homme, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais agressé, je ne l'ai même jamais trompé un homme, je ne l'ai jamais trahi, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais exploité sexuellement, je n'ai jamais essayé de payer un homme pour avoir du sexe, je n'ai jamais suivi, harcelé un homme en ligne ou en dehors, je n'ai jamais menacé un homme avec de la violence, je ne l'ai jamais harcelé, je n'ai jamais agressé sexuellement, je n'ai jamais noté ses performances sexuelles en ligne, je ne suis jamais moquée d'un homme, etc., etc. Et je trouve ça extrêmement puissant quand on voit tout ce comment elle se réapproprie et qu'elle redit la vérité, en fait. C'est ça la vérité, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a Florence qui demande s'il existe du porno non violent à destination des jeunes. Tu veux que je réponde? Tu veux que je réponde, Sandrine? Oui, je veux bien, oui. Non. Soyons clairs. Franchement, ça fait 2 ans que je bosse sur cette question.
À part aller voir un psy parce que je suis juste choquée par la quantité d'images violentes que j'ai vues, non, ça n'existe pas. Et alors, je vais vous dire les choses de façon très simple. Alors, il y a plusieurs choses en fait. C'est même le business model de toutes les plateformes, c'est d'aller dans la surenchère de la violence en fait. Donc ces dernières années, on a vu la pornographie qui a explosé. C'est une pornographie qui allait de plus en plus loin. Double pénétration, triple pénétration, bukkake avec 80 hommes sur une femme. Ça a toujours été de plus en plus loin. Zoophilie, pédopornographie, urophilie. Et la question, et on me sort toujours alors, l'histoire du porno féministe, un porno qui serait tourné, etc. Erika Lust, qui est le fer de lance du porno féministe, a à son actif, je crois, une dizaine de films autoproduits qu'on peut retrouver sur sa plateforme, qui développerait comme ça un imaginaire à rebours des poncifs de la pornographie mainstream. 10. Sur Pornhub, il y avait, avant que ça ait été expurgé suite aux actions judiciaires, 13 millions de vidéos. Aujourd'hui, il y en a 3 millions de vidéos. Il y a 3 millions de vidéos aujourd'hui sur Pornhub et les hashtags les plus recherchés, c'est teen, ça veut dire adolescente. Il y a une catégorie qui s'appelle fantasme familial. Il y a des catégories racistes qui s'appellent interraciales et c'est ça qui marche. C'est ça qui marche aujourd'hui et ça veut dire quelque chose en fait de ce que les consommateurs et les consommatrices de porno vont rechercher. Ils ne vont pas rechercher une excitation, je dirais, ils sont moins excités par le sexe que par la violence, en fait. C'est presque une addiction, un peu comme, je pense, les jeux vidéo. Et là, vraiment, il y a des travaux en particulier de Gail Dines dans Culture Reframe qui montrent qu'il y a une addiction à la violence. Comme dans les jeux vidéo, il y a une addiction de toujours de commencer par quelque chose de pas trop violent et puis ensuite de rechercher pour trouver la même excitation presque traumatique, c'est-à-dire vraiment de se voir imprimer des images de plus en plus violentes. Il y a une recherche de porno de plus en plus violent. Donc, le porno le moins violent ne fonctionne pas, ne marche pas et n'attire personne. Donc ça, c'est la réalité. Donc on peut après imaginer un monde, voilà. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est la question de ce que vivent ces femmes sur ces tournages-là. Est-ce que c'est du cinéma? Moi, la réponse, c'est non, ce n'est pas du cinéma. Et pourquoi ce n'est pas du cinéma? Parce que dans le cinéma, les scènes de pénétration, les scènes de violence, les scènes d'étranglement, les scènes de coups, les scènes de bondage, les scènes de sadomasochisme sont simulées. Et là, en fait, aujourd'hui, ce que vivent ces femmes-là dans la pornographie, les violences ne sont pas simulées. Et les impacts, que ce soit physiques ou psychotraumatiques sur ces femmes qui sont sur ces tournages, sont immenses. Et donc, rien que pour ça, en fait, voilà, ces plateformes, en fait, sont la preuve même que c'est cette pornographie-là violente qui est recherchée, et ce qui est vécu par ces femmes sur ces tournages est incompatible avec la dignité humaine. Et donc, moi, je suis assez frappée, parce que je vois un truc sur les animaux, moi, je suis assez frappée, par exemple, qu'une certaine partie de la gauche, en particulier les Verts, sont là à dire « vive le travail du sexe, sex work is work », qui est complètement aveugle sur la question des violences que vivent ces femmes aujourd'hui dans la pornographie ou dans la prostitution, et dans un même temps, et je pense que la question antispéciste est assez proche de la question féministe, c'est la question aussi de la dignité de l'être vivant, de s'indigner et de s'indigner face aux élevages industriels qui traitent mal les animaux. Et ben, en fait, il y a un moment, je pense qu'il y a besoin d'un peu de cohérence politique aujourd'hui. Et nous, ce qu'on demande quand on lutte contre la prostitution, quand on lutte contre la pornocriminalité, c'est au-delà de la question de la loi, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est bien appliquée, pas bien appliquée, c'est la question de la dignité humaine. Est-ce qu'on peut acheter votre corps pour être pénétré sexuellement? La réponse est non. C'est contraire à la dignité humaine. C'est du rapport de l'intimité. Tout ne se vend pas. On ne peut pas tout faire.
sous prétexte de business. On n'a pas le droit de broyer des poussins, on veut interdire le broyage de poussins. Et ben, excusez-moi du peu, on aimerait enfin qu'il n'y ait plus d'esclavage sexuel des femmes par les filières de traite qui alimentent la prostitution et la pornographie. C'est tout simple, aussi simplement que ça. C'est vraiment le principe de dignité humaine qu'on refuse aujourd'hui aux femmes en les maintenant dans des systèmes d'esclavage. Merci beaucoup, Céline. On ne peut qu'être d'accord avec toi. J'ai vu Eve qui avait... Bon, il y a pas mal de questions dans le chat, alors on ne pourra pas prendre toutes les questions parce que bon, c'était dans l'espace. On arrive proche de 20h30, donc je pense que c'est aussi un moment, on pourrait continuer très longtemps avec toutes les deux, c'est passionnant, mais je pense qu'on va devoir arrêter là. En tout cas, un grand merci, je vous encourage vraiment toutes et tous à lire les 2 livres qu'on a présentés ce soir et à peu de temps d'intervalle parce que vraiment les deux se complètent très très bien. Donc le coup de la virilité de Lucille Pétavin et Déviriliser le monde de Céline Pic. Merci beaucoup d'avoir été là, je crois que c'était passionnant. Je voulais alors de la part de Maud Olivier annoncer une conférence le 31 mars à Nice, à laquelle je crois tu participes, Céline. Oui, tout à fait. Je serai à Nice le 31 mars aux côtés de Laurence Rossignol, Maud Olivier et puis l'Uni des Alpes-Maritimes. Voilà. Et le mouvement d'Uni des Alpes-Maritimes, et j'ai oublié le nom de sa représentante. Élodie Pellissier. Voilà, Maud. Et donc Maud, je suis ravie d'avoir Maud dans l'audience aujourd'hui. Bonjour Maud, et j'espère que ce sera un débat extrêmement intéressant et qui sera suivi normalement, si tout se passe bien, en live. Et j'espère qu'on pourra justement approfondir ces questions sur l'incompatibilité de vendre le corps des femmes pour enfin atteindre l'émancipation pour toutes. Voilà. Merci beaucoup, merci aussi Lucille, c'était vraiment passionnant. On commence à voir les remerciements dans le chat, donc je vous encourage à les regarder. Oui, je réponds à la question, il y aura un replay qui sera disponible d'ici 2 jours. Comme vous étiez inscrit au webinaire, vous allez recevoir le lien directement par mail dans 2 jours. Voilà, n'hésitez pas à le partager ensuite. Et puis, je vous donne rendez-vous dans à peu près 3 mois pour un prochain numéro des lundis de prostitution et société. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup, c'était un plaisir de débattre avec Lucille. Pour moi aussi. Et je suis ravie d'avoir fait ta connaissance, du coup, voilà, dans ces conditions.